Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Top Benji. C'est l'heure de votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. L'absence d'éclairage public dans la cité pétrolière n'est pas sans conséquence pour les habitants. En effet, cette situation décriée au quotidien depuis plusieurs années déjà favorise l'insécurité des riverains avec la montée vertigineuse du braquage et autres délits. Suzy Monza Migueli pour le point. La nuit tombée, plusieurs quartiers de la capitale économique se retrouvent plongés dans le noir, et ce, faute d'éclairage public. Une absence de lumière qui n'est pas sans danger. En effet, le gros noir, comme on le dit communément chez nous, favorise la montée de braquage et autres délits. C'est manque de lampadaires et puis bon, manque de lumière, on aime manque de lumière. Manque de lumière peut amener le braquage, arracher les téléphones dans les voitures comme les jeunes font en ce moment. En ce moment, c'est pas normal qu'il y ait de manque d'éclairage, surtout au quartier Masuku, parce que par rapport à tout ça, ça attire l'insécurité. Comme de nos jours, vous pouvez constater, il y a tellement de braquages et autres, etc., les vols dans certains coins. Fort longtemps, on pleure vraiment l'arrivée de l'éclairage au niveau de Masuku, l'antenne. Ici, vraiment, le noir, c'est presque tous les jours, nous vivons de cela. On part déjà 1 à 2 ans, toujours, on peut même constater. Il y a un moment, c'est un poteau qui s'allume, un poteau qui s'arrête. On ne fait pas, nous-mêmes, on est compris, on est divisé en un mot. Danger pour nous-mêmes, et non seulement nos gardiens qui nous suivent, y compris nos parents, nos aînés. Nos mamans, nos papas qui marchent de temps en temps sur la route, non seulement les véhicules roulent sans phare, donc vraiment c'est un danger. D'où l'interpellation des populations à l'endroit des pouvoirs publics. Qui est Gabriel Tchango, qui vraiment il touche du doigt sur ce secteur-là. Apparemment, on n'a pas fait la division des arrondissements. Nous sommes tous dans Port-Gentil. Pourquoi un côté éclairé, un côté n'est pas éclairé? Donc là, vraiment, on espère qu'un jour, au niveau des Port-Gentil, surtout, Masuku va quand même revoir la lumière. Matiti, Nouveau Pavé Baralan, Côte d'Azur, pour ne citer que cela, aucun quartier n'est épargné. De ce fait, vivement que des solutions soient trouvées afin de sortir la cité pétrolière, poumon économique du pays, de ce problème d'éclairage public. Dans la capitale gabonaise, aucun quartier ne semble échapper à l'insalubrité qui gagne de plus en plus chaque jour du terrain au regard des immondices observés ici et là dans la ville. Armamba pour le constat. Difficile de circuler dans la capitale gabonaise et ses environs sans remarquer ces endroits qui prennent un décor assez particulier que leur confère d'état d'immondices. Des PK au quartier cocotier à Kébé, Libreville se meurt un peu plus chaque jour avec des bacs à ordures qui ne désemplissent pas, donnant le ton même à des déjections d'huile usée et autres déchets industriels déversés à même la chaussée, rapporte info241.com. En pareil moment où les attentions politiques sont ailleurs, les quartiers de Libreville, en pleine campagne électorale, semblent rivaliser d'horreur avec la décharge de Mindoubé. Décharge publique où les ordures s'étalent à perte de vue. Et chaque jour, il y a comme une accoutumance des populations à cette réalité implacable, des rues obstruées, des parcs de véhicules rapiécés. La désolation cède même déjà à l'indifférence du commun des mortels. Voilà dans quelles conditions les populations de la capitale gabonaise sont invitées à aller aux urnes les 6 et 27 octobre prochains avec l'espoir que les candidats à ces élections proposeront des vrais projets pour sortir la vitrine du Gabon de ce problème récurrent d'insalubrité. Parlons toujours d'insalubrité à Libreville. En effet, l'épineux problème d'insalubrité ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et alimenter les débats dans les quartiers. Les populations semblent ne plus savoir à quel sens se vouer, tellement la situation prend de proportions plus qu'inquiétantes. La nouvelle équipe municipale, dis-je bien, est attendue dans ce lourd chantier. Armamba. Depuis quelques jours déjà, les poubelles dans les artères de la capitale gabonaise attirent les regards des passants. La grève chez Averda amène l'état d'immondice à se rébeller, exposant les habitants de Libreville et ses environs aux fortes odeurs et surtout aux nombreuses maladies. Ici, au quartier Atimintos, c'est la désolation totale. Les ordures obstruent la chaussée, rendant presque impossible la circulation des personnes. Les odeurs nauséabondes, les mouches, hérons et souris font leur hégémonie tant l'environnement permet leur épanouissement.
Voilà, la route est déjà barrée presque. Ici à Chimenchos, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Les odeurs, on n'arrive même pas, même pour attendre le taxi là, nous sommes dans les difficultés. Parce que les odeurs, c'est pas bon. Tout juste ce qu'ils nous ont dit. Donc nous on attend, parce qu'il ne faut pas qu'il passe encore aujourd'hui, encore plus il pleut déjà. Dans tous les quartiers de Libreville, le scénario est presque le même, c'est-à-dire les détritus qui sont en parfaite floraison. État de fait qui expose les riverains au risque réel de contracter le choléra, les maladies pulmonaires et respiratoires. Le danger guette tout le monde. C'est une question de santé publique et les autorités en charge de gérer cet aplomb sont une fois de plus interpellées. Actualité africaine à présent. Dans le cadre de la résolution de la crise anglophone au Cameroun, la Suisse se propose d'accompagner le pays vers une sortie de crise. L'ambassadeur suisse dans ce pays a rappelé l'urgence de mettre un terme à cette crise qui a déjà fait plusieurs morts, environ 2000. Africa 24. La Suisse entend conduire les négociations devant mettre fin à la crise politico-sécuritaire qui accourt dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Pietro Laziri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, a rappelé l'urgence de mettre un terme à cette crise qui, depuis près de 3 ans, a déjà fait environ 2000 morts. Au cours des derniers mois, nous avons essayé de créer un dialogue entre les différentes parties parce que nous avons l'acceptation de celle-ci. Nous le faisons parce que nous avons une certaine expertise, nous sommes des arbitres, nous ne sommes pas les joueurs. Nous avons besoin de la volonté des parties pour construire le dialogue et trouver une solution pacifique et durable à la crise qui a fait tant de victimes. L'intervention du diplomate suisse fait suite à une visite du président Paul Biya à Genève au cours du mois de juin 2019. Durant cette visite, le département fédéral des affaires étrangères, en collaboration avec le Centre pour le dialogue humanitaire de Genève, a annoncé avoir rencontré différents acteurs politiques du Cameroun pour une série de consultations. J'accueille depuis le début avec beaucoup de joie l'offre de bons offices ou de médiation, si vous voulez, qui est faite par la Suisse. Et ce qui est bien, c'est que séculairement, la Suisse l'a toujours fait. Je souhaite que les parties prenantes prennent la main tendue par la Suisse. La guerre n'a pas d'issue, la paix n'a pas de prix. Alors si la Suisse peut nous aider à sortir de cette affaire, ben tant mieux. Une frange sécessionniste des régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun réclame l'indépendance de ces régions majoritairement anglophones, régions qu'elle estime marginalisées par rapport aux 8 autres régions du pays. Plusieurs solutions proposées par le gouvernement n'ont pas réussi à calmer les velléités sécessionnistes. Outre les morts, on compte aujourd'hui plus de 500 000 personnes déplacées et réfugiées selon les observateurs. Le Parlement panafricain est pour l'adoption d'une monnaie unique sur le continent africain. Selon l'institution, cette condition sine qua non devrait permettre de rendre effective la zone de libre-échange continentale et de booster le commerce intra-africain. Mais la non-atteinte des objectifs rendrait plutôt difficile l'opérationnalisation de cette zone de libre-échange. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. La zone de libre-échange continentale, destinée à favoriser le commerce intra-africain, ne peut se faire sans l'adoption d'une monnaie unique. Selon le président du Parlement panafricain qui défend cette idée, la multiplicité des monnaies africaines risque de peser sur les revenus, même si le libre-échange venait à être effectif sur le continent. L'exemple du franc CFA utilisé à des taux de parité différents et surtout l'impossible convertibilité entre ces deux zones en Afrique illustre bien ce cas de figure. Nous ne pouvons pas faire le commerce avec des différentes devises étrangères, ça serait difficile. Donc nous on est pour une monnaie unique, même du tout le continent. Si vous parlez du franc CFA, est-ce que vous pouvez imaginer que les deux francs ne sont pas interchangeables? Ce n'est pas normal. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale. Ça voudrait dire, partout où on fera des marchés, il faudra des guichets d'échange de monnaie. L'arrivée de l'éco, nouvelle monnaie en 2020 dans la zone ouest africaine, suscite quelques lueurs d'espoir en ce qui concerne l'opérationnalisation de la zone de libre-échange. Mais pour le Parlement panafricain, il faut que cette nouvelle monnaie soit adoptée dès le départ par tous les pays de la CEDEAO. Première chose, il faudrait qu'on arrive à ce que cette monnaie soit pour l'ensemble de la CEDEAO. Mais si à l'intérieur de la CEDEAO, il y aurait encore des pays qui ont leur propre monnaie, ça ne résout pas le problème. Et vous le savez bien, le Ghana bat sa propre monnaie, le Nigeria a sa propre monnaie. Donc moi je crois qu'il est question, si une zone économique
peut arriver à avoir la monnaie unique, ça serait une bonne chose. Lancée en mars 2018, la zone de libre-échange continentale se traduira par la création de marchés communs de plus d'1 milliard de consommateurs avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Rendons-nous au Maghreb à présent et en Tunisie précisément, où les Tunisiens devront bientôt se rendre aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement. Le dépôt des candidatures aux élections législatives s'est ouvert le lundi 22 juillet dernier. Seulement, il a été indiqué que ces élections s'annoncent plutôt tendues au vu du climat politique qui prévaut en ce moment dans le pays. Africa 24. Le dépôt des candidatures aux élections législatives a débuté ce lundi 22 juillet en Tunisie. Des élections qui prennent la forme d'un imbroglio politique puisque le président Béji Caïd Essebsi n'a pas ratifié l'amendement sur la loi électorale voté par l'Assemblée le 18 juin 2019. Un refus annoncé par son conseiller politique Nourdine Bentisha en justifiant que le chef de l'État refusait la logique de l'exclusion et les amendements taillés sur mesure pour certaines parties. Je pense que cette décision montre que le président est aussi capable de réagir et de s'opposer en tout cas à une décision incompréhensible. En tout cas, c'est une véritable menace en direction de la démocratie, la jeune démocratie tunisienne. L'amendement de cette loi électorale établit de nouvelles règles, le contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques, ou encore l'interdiction d'un financement étranger et la distribution d'aide aux citoyens tunisiens. Une modification destinée selon certains observateurs à évincer les favoris, à l'instar du patron de la chaîne Esma Nabil Karoui, de la mécène Olfa Terras Rambourg ou encore de la présidente du Parti d'Estouriens Libres, Abir Moussi. Il y a des délais, il y a des dates, un calendrier pour les élections et je pense que, sauf crise majeure, il n'y a rien qui empêcherait le calendrier de se déployer et de se mettre en place. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi devrait s'exprimer dans les prochains jours sur les raisons de sa position. Son discours pourrait clarifier la situation politique avant les élections législatives prévues le 6 octobre 2019. Nous voici arrivés au terme de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. M'accompagner à la réalisation Castro Chibozo, l'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous remercier pour votre fidélité. Restez câblés en compagnie du programme de Top Benché. Retenez-les, l'information se poursuit sur notre page YouTube. Top Benché, Gabon officiel. À demain.